RMC, le grand oral des grandes gueules. Et j'accueille Patrick Pelou, l'urgentiste, le président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. On l'a un peu oublié parce que l'actualité chasse une autre actualité, mais il y a toujours dans les urgences cette colère, cette grève parfois. On l'a oublié parce que finalement les urgentistes font grève mais ils continuent de travailler. Oui, puis il y a eu un télescopage médiatique entre la canicule, qui était importante, mais qui a été très courte, et puis la contestation des personnels, qui était très organisée sur Paris et qui en fait continue à l'heure actuelle par petits foyers, mais il y a des régions qui sont en train de se mettre en grève avec une contestation vraiment profonde des personnels, un mal-être. Des problèmes de moyens qui sont considérables dans les hôpitaux. Donc comme on a passé la canicule sans trop de dégâts, on se dit finalement aux urgences tout se passe bien, quoi. Oui, alors voilà. Alors là on rentre dans le moteur. Le truc c'est qu'en fait une canicule c'est une préparation et une anticipation par la prévention. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens de se protéger du soleil, il faut protéger les personnes âgées, etc. En fait, au cours des 15 dernières années, on a réussi à faire progresser et quelque part, nous tous ici, on a compris ce qu'était l'effet de la chaleur, que la chaleur c'était un risque, etc. Donc ça a fait de la prévention. Donc ça a diminué la fréquentation des urgences. Mais il y a eu quand même quelques décès. Faut pas nier. Donc ça tue. On n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres, mais je pense que ça sera encore de l'ordre de 15%. Bien que je ne pense pas qu'on atteigne ce chiffre parce qu'en fait, elle a été très courte et très rapide. Ça ne veut pas dire qu'on n'en ait pas une autre ou un autre épisode cet été, mais elle a été très, très courte et très rapide, mais très, très intense. Quand on parle de chiffres, en fait, c'est la surmortalité. C'est la surmortalité. Voilà, c'est la surmortalité, c'est ça notre curseur. Je me fais pas d'illusions, il n'y aura jamais de zéro mort dans une canicule. C'est pour ça que, si vous voulez, ça dépasse. Il y a la crise de l'hôpital. Évidemment, ça on l'oublie pas, mais ça dépasse le seul cadre hospitalier. C'est-à-dire que ça entraîne une mobilisation qui est une mobilisation de la société, architecturale, de l'urbanisme des villes, de tout ça. C'est vraiment un truc considérable. Pas seulement le problème des urgences à canicule, on l'a bien compris. Et c'est pour ça que je voulais saisir le Conseil de défense climatique, vous savez, qui a été monté par le président de la République, parce que je pense que c'est un sujet qui concerne tous les ministères et la société. Et par exemple, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'hôpital, on met pas la clim, c'est ça? Parce que c'est pas forcément bon. C'est compliqué. Si vous voulez, la clim, c'est compliqué. La climatisation, il y en a à l'hôpital, évidemment, mais il faut les entretenir. Ah, d'accord. Et donc, entretenir quelque chose dans les hôpitaux, c'est compliqué, parce qu'il faut passer des contrats, des marchés publics, etc. Une climatisation, vous savez, il y a des filtres, il faut changer les filtres tous les 2 mois, il ne faut pas qu'elle chauffe il ne faut pas qu'elle refroidisse en 5 degrés de la température extérieure. C'est tout un art, la climatisation. Oui, c'est pour ça que parfois on ne l'utilise pas. Et donc il faisait très chaud dans certains services hospitaliers. Il y a des services qui ne sont pas climatisés. Il y a des services où il y a eu des problèmes simplement de ventilateurs parce qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter des ventilateurs. Nous avons eu même des cas de services hospitaliers où ils ne voulaient pas distribuer de la flotte. Pourquoi? Parce que on a vu arriver les messages qu'il y avait une engueulade entre les cadres et les personnels en disant vous avez qu'à boire au robinet, et les personnels qui expliquaient que maintenant il fallait des bouteilles d'eau de manière à les mettre au frigo, les rafraîchir, etc. Donc il y avait... Oui, on en est là quand même. Ah, on en est là des fois. Tiens, il y a une bouteille d'eau là, si tu veux te rattraper. Étienne Lebig. Oui, moi je vais vous poser une question. J'ai lu et j'ai vu aussi qu'il y avait une augmentation du nombre de personnes âgées. Alors à l'hôpital, mais au service des urgences en particulier, et que cette augmentation, elle allait continuer, que c'était plus qu'un phénomène incident comme ça mais qu'il y avait un vrai souci de société par rapport à ça. Et je voudrais savoir, parce que là, ça dépasse le cadre des... Non, mais c'est énorme, ça dépasse le... On a une société qui est en pleine mutation à l'heure actuelle. Et en fait... on n'en parle probablement pas assez, ou alors ceux qui ont le savoir et les informations ne savent pas les communiquer. Mais par exemple, vous allez avoir des départements entiers où les plus de 65 ans vont représenter 50%
de la population. Ça va vouloir dire des choses, parce que nous avons des gens qui sont de plus en plus seuls. Les familles sont divorcées, etc. Donc la solidarité familiale avec des familles qui se sont complètement explosées à travers le territoire, les gens deviennent seuls. Donc non seulement on a le problème du vieillissement avec les problèmes de santé que ça a, etc. Mais il y aurait que ça va. Le problème, c'est tout l'accompagnement social. C'est que quelqu'un qui est seul avec une maladie chronique, on le renvoie chez lui. Oui, mais qu'est-ce qui se passe chez lui? Donc ça veut dire des aides. Donc ça veut dire que les départements qui ont les aides sociales et l'aide aux personnes âgées, dépendantes, etc. à payer, il va falloir qu'ils trouvent l'argent. Donc on est avec... Alors c'est formidable l'accompagnement social, mais il y a juste une responsabilité collective à se dire qui paye et qui paye quoi. Et ça, c'est un enjeu énorme parce que le vieillissement et la dépendance devient, et c'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut le préparer. Mais ce qu'on ne comprend pas, Patrick Pelloux, c'est que un EHPAD confie aux urgences le soin de son patient. Voilà. Alors ça c'est compliqué. Alors oui, alors ça vous avez raison. Les urgences ne devraient pas servir à ça à ce moment-là. On est dans une grande réflexion avec la direction de l'organisation et des soins et certaines agences régionales de santé comme l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour améliorer le travail qui est fait au niveau des EHPAD. Parce qu'en effet, il y a des EHPAD qui vous font payer la médicalisation d'établissements où il n'y a pas de médecin. Donc vous payez en pensant qu'il y a un médecin, il n'y a pas de médecin. Et on s'aperçoit que le grand-père, finalement, il va aux urgences. Bon. Et ça pose problème parce que d'un coup, la personne âgée qui est déjà suivie quelque part, elle arrive dans un autre établissement et hop, elle reprend un tour de manège dans le système de santé. Ce qui fait qu'on refait l'IRM, le scanner, etc. Donc ça manque de coordination. Nous, ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait une meilleure coordination et qu'il y ait un travail avec les EHPAD. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer les médecins coordonnateurs d'EHPAD et on a des pistes de lancement de travail, de coopération entre les systèmes et ça c'est pas mal ça. Mais ça demande, c'est toujours très lent. Hein, et pourquoi c'est lent? Pourquoi tout ça, ça va pas plus vite? Parce que c'est la France. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois, c'est la France. C'est la France. C'est la France. On a besoin de réforme, mais toujours la réforme chez le voisin, jamais chez soi. Donc c'est compliqué. Parce que c'est un peu de bon sens en fait. On se dit on peut fluidifier, assouplir. Mais c'est vraiment. Quand on parle avec les pouvoirs publics et qu'on leur dit qu'il faut la coopération entre les systèmes, par exemple, là, derrière toi, tu as un magnifique camion de pompiers, puis tu as une ambulance un véhicule léger de SAMU derrière. Bon, et tu dis, il faut un meilleur travail entre les pompiers et les SAMU. Et à l'heure actuelle, tout est bloqué et tout est figé. Donc du coup, on paye dérégulation pour les pompiers, dérégulation pour les SAMU. Et voilà. Zora Habitant. Alors, c'est intéressant de se dire que finalement, on a une société qui est en pleine mutation et ça, il n'y a que ceux qui ne sont pas dedans qui ne l'ont pas remarqué. Ouais. Et c'est vrai sur un grand nombre de sujets et en particulier sur le vieillissement de la population. Donc, ça fait 40 ans que personne finalement n'a pratiquement rien anticipé. Je veux dire, quand on regarde la circulation, l'engorgement des urgences, l'éducation à l'école, etc. Il y a énormément de chantiers en France où finalement il y a eu beaucoup de petites réformes, mais jamais un travail de fond, encore moins un travail de visionnaire. Un travail qui aurait permis d'enclencher des choses qui auraient porté leurs fruits aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des problématiques à gérer qui sont comme par exemple le vieillissement et l'isolement des populations. On le sait, donc aujourd'hui on le sait, beaucoup de gens en parlent. Normalement on a un président qui n'est pas comme les autres, qui devrait être un président unique depuis 40 ans, qui lui est le nouveau monde. Et donc ce que moi j'aimerais qu'on nous dise, c'est voilà... il y a plein de problèmes qu'on ne va pas régler tout de suite maintenant parce que c'est extrêmement compliqué. Comment on fait pour sortir des gens de l'isolement lorsque leurs enfants sont un peu partout dans le monde ou qu'ils n'en ont pas? Qu'est-ce qu'on met comme solution à court terme, à moyen, à long terme? Et qu'on nous donne un cap et qu'on nous dise comment on va solutionner les problèmes. Or aujourd'hui, c'est un peu... moi je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que des choses à la petite semaine. Il y a plein de petites mesures qui pourraient être prises tout de suite. On a un grand déficit et un grand problème du logement des jeunes, du logement des gens. On a plein de personnes âgées qui vivent dans des trucs absolument immenses, qui vivent seuls, qui aimeraient partager, qui aimeraient vivre avec d'autres. Il y a énormément de petites actions comme ça qu'on pourrait mettre en place tout de suite maintenant. C'est quoi le cahier des charges pour dans 40 ans? Comment on va vivre ensemble avec moins de voitures, plus de vélos, avec des personnes âgées plus seules, avec des jeunes qui sont plus SDF, etc., etc. C'est ça la politique aujourd'hui. C'est pas l'invisibilité, la contradiction des réformes et puis des politiques qui se battent. Moi, j'attends pour nos enfants et pour notre pays de nous dire voilà, ça va être long. Le chemin, il est comme celui-là. Tout de suite, maintenant, c'est ça.
mais ça doit produire ça, qui doit produire ça, qui doit Patrick produire Pelloux. ça. Donc c'est ça qui serait intéressant de savoir. Non, mais c'est un vrai programme politique que vous venez de faire, en fait. Et en fait, c'est le meilleur programme qui soit, parce que c'est le vivre ensemble. Moi, je partage totalement ce que vous dites. Si maintenant, on décline tout ce que vous venez de dire en emploi, puisque nous avons plus de 10 millions, et puis nous avons quasiment le record du chômage en France. Vous apercevez que, en gros, bon an, mal an, on peut créer 1,5 à 2 millions d'emplois dans l'aide à la personne. C'est pas des métiers qui sont désagréables. C'est de l'humanisme, c'est de l'altruisme, c'est de la bonté, c'est de la gentillesse. C'est pas toujours simple à recruter quand même, parce que il faut les former. S'occuper des personnes âgées, il faut les former, il faut les payer, etc. Bon, vous pouvez décliner ça, en effet, sur tous les exemples que vous donnez. Bon, le problème, c'est payer de ça. Bon. Moi, ce que je crois, c'est que il faut pas éluder le problème économique, et vous avez raison, le déficit, etc. Même si là, on est dans la grande politique européenne pour savoir est-ce que la culture du déficit n'est pas en train de nous plomber, ou est-ce qu'il ne faut pas à un moment desserrer les taux qui est fait par les banques et les assureurs. Exactement, c'est ça aussi. Mais surtout, c'est de changer l'assiette. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'assiette, c'est ce qui fait qu'on paye le système. Ce qui paye le système à l'heure actuelle, c'est la sécurité sociale, c'est vos impôts avec les départements, etc. Et puis, vous avez les bénéfices de la grande finance qui s'en lavent les mains, qui ne cotisent pas finalement et qui ne payent pas à ce bien collectif. Or, c'est ce qui fait la richesse, et tant mieux qu'il y ait des grandes entreprises qui gagnent du pognon, parce que comme ça fait de la richesse du pays, ça met de l'eau au moulin et puis on peut se développer, c'est formidable, je renie pas ça. C'est simplement qu'il faut qu'ils aient une quote-part, ce qu'on appelait avant la taxe Tobin, d'accord ? Qui est une taxe qui fait que d'un coup, ils donnent de l'argent pour ces systèmes collectifs. Oui, mais il faut savoir comment on utilise cet argent. Parce que le problème, c'est que de l'argent, il y en a déjà beaucoup sur la table, puisque les dépenses publiques sont essentiellement des dépenses sociales, des dépenses de redistribution. Mais on voit quand même que ça marche mieux. Le système des urgences, on voit que c'est pas seulement un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Voilà. On pourra toujours remettre de l'argent, mais si on réorganise pas différemment, c'est exactement ce que j'ai dit à la ministre de la Santé. C'est-à-dire, je lui dis, on est en fait un tonneau des Danaïdes. Nous sommes un puits sans fond. Parce que là, le conflit qu'il y a et qui est justifié de la part des personnels, qu'on aura le bol, etc. Et c'est très difficile de travailler aux urgences maintenant. On est tous d'accord de mettre, même si d'un coup il y a l'affichage du gouvernement de dire on a donné 70 millions, sur les 70 millions on en a 55 pour payer la prime, ce qui est en fait une augmentation de salaire tout à fait justifiée pour les salaires les plus bas. Donc, voilà. Et seulement 15 millions pour renforcer. Mais ça sert pas à grand chose. C'est pour ça qu'il faut une grande réforme de réorganisation. Alors, Agnès Buzyn dit qu'elle est en train de la faire. Est-ce que c'est vrai? Réponse dans un instant de Patrick Pelloux avec les grandes gueules sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules avec Patrick Pelloux, l'urgentiste, face au GG, Maxime Niedo, Zora Habitant, Étienne Nebig. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, elle dit comprendre effectivement la colère des urgentistes, mais elle dit qu'elle est en train de régler le problème, à savoir, le problème n'est pas forcément aux urgences, il est avant les urgences. Et évitons d'aller tous aux urgences pour le moindre bobo. Et quand je dis ça, il n'y a pas de... Parce qu'on a tous fait, on a eu ce réflexe. Difficile d'avoir un médecin de ville, d'avoir une réponse. Voilà, il faut inventer un nouveau système de santé. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce qu'elle va y arriver? On va l'aider. Est-ce qu'elle nous écoutera et qu'elle trouvera des solutions? C'est plus compliqué. Elle en a vraiment envie aussi. Non, je pense qu'elle en a vraiment envie parce que les signaux remontent de toutes parts, à la fois par les organisations sociales que nous sommes, mais aussi par les agences régionales de santé et puis par les élus qui reçoivent les lettres, parce que le français écrit, il écrit tout le temps. Trop. Donc, voilà. Donc il dénonce, donc d'un coup il écrit aux députés, etc. J'ai pas trouvé de médecin de ville, etc. Bon, le problème c'est que par exemple, moi je suis partisan de réécrire le code de déontologie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de revoir le code de déontologie qui est un petit peu le socle, le serment d'Hippocrate des médecins, de manière à redonner des devoirs aux médecins. Ils ont des droits sociaux, des droits de vivre, des droits d'être payés, des droits de profiter de la vie, etc. Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait simplement une petite partie des médecins généralistes qui participent à la permanence de soins, une autre partie qui n'y participe pas.
qu'il y ait une partie des médecins hospitaliers qui participent à la permanence de soins, une autre qui n'y participe pas. C'est-à-dire que le médecin généraliste, il doit être dans l'obligation, par exemple, de s'installer, d'ouvrir un peu plus. En fait, je suis convaincu que la séparation sociologique du monde médical et chirurgical n'est plus celle qu'on croit ou qu'on croyait du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a les médecins qui se tapent des gardes de nuit et du travail le week-end avec un travail de permanence de soins, et ceux qui ont un confort social où ils n'ont pas à travailler la nuit et pas les week-ends. Pourtant, ils dépendent tous du même système. Du même système. Donc, ils sont pas tous nés dans le même pays. Voilà, on a cassé un truc. Bon, donc premièrement, il y a ça. Si on est plus direct, par exemple à l'hôpital, les médecins étrangers en font plus que les autres. Parce qu'ils sont moins payés, donc il y a une inégalité de traitement. Donc du coup, pour avoir un salaire correct, ils sont obligés de faire des gardes. Voilà. Et voilà, donc on est bien content de les avoir pour faire ces gardes. Voilà. Alors. Le truc, c'est de revoir entièrement en profondeur le système, d'avoir un accès aux soins, parce que le problème, moi j'ai jamais rencontré un malade qui allait aux urgences par plaisir. Tu vois, jamais vu un gars qui se disait le samedi soir 22h, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, tiens, je vais aller aux urgences. C'est sympa, il y a du monde, on va se marrer. Voilà. Il y a Pelou. Bon, il y a Pelou, on va faire des selfies. Pelou, le gars de la télé, on va faire des selfies. Bon, donc jamais. Donc c'est bel et bien que c'est un problème à la base d'accès aux soins. Moi, mon idée, c'est de créer des maisons qui soient des maisons de bienveillance, des maisons sur l'urgence, etc., qui soient pluridisciplinaires, rassemblant, alors là c'est révolutionnaire, hein, à la fois la médecine hospitalière et la médecine de ville. Qu'on ait une coopération entre les systèmes. Oui, mais ça, il va falloir à un moment donné prendre des mesures un peu directives, parce que ça peut pas être que sur le volontariat, parce que sinon ce sont toujours les mêmes. Oui, c'est pour ça que c'est un enjeu politique. Oui, mais attendez, Patrick, parce que par exemple, quand on dit, il y a eu l'idée d'obliger les médecins à s'installer dans telle ou telle région pour mieux répartir les médecins. Ouais. Et là, les médecins disent, bah non, attendez, c'est bon, moi je suis un libéral, j'ai le droit de choisir et de m'installer, et on peut comprendre, on n'a peut-être pas envie de s'enfermer dans un trou perdu. Alors oui, mais il faut savoir que ça a des conséquences. Là, on n'a plus de médecins qui s'installent en Guyane, donc du coup, on a pris des médecins cubains. En quantité. Ah ouais. Et donc, évidemment, il faut accepter que d'un coup, on aille chercher la main-d'œuvre. Alors, après, il y a des chiffres qui sont épouvantables. L'OMS, il y a quelques semaines, a révélé qu'à travers le monde, on manquait de 10 millions de médecins. Ah oui. Donc, la carence qu'on a en France, parce que, en fait, dans les années 70-80, tous les systèmes de santé se sont dit, si on diminue le nombre de médecins, on diminuera la demande, donc on fera des économies de santé. C'est intelligent. Ce qui était totalement débile. Ça, c'était les visionnaires de l'époque. C'était visionnaire, ça, oui. Eh bien alors ça c'est bien, mais souvent les visionnaires étaient conseillés par des professeurs universitaires de médecine, encore pire, qui sont les mêmes aujourd'hui qui conseillent autre chose. Ouais, donc il est temps et en fait, c'est pour ça que quand je vous dis qu'on a besoin de politique, c'est parce qu'on n'a pas besoin de caste ou d'une culture d'expertise, etc. Il faut, comme vous disiez tout à l'heure, un sens politique qui fixe un cap. Mais c'est très important, c'est la base et c'est de ça qu'on va décliner. La politique, tout le monde la rejette, mais la politique, c'est quoi? C'est de définir un cap de où on va et qu'est-ce qu'on veut régler comme problème, et à partir de là, de mettre les réformes qui vont avec. Mais si on ne dit pas aujourd'hui quelle société on veut et comment on veut vivre ensemble et comment on veut faire en sorte qu'on sort de justement cet individualisme et de cet isolement, ça se traduit en action. Fasse un petit effort. Non mais oui, d'accord, mais t'entraînes les gens forcément à partir du moment où tu. Des fois, il faut leur imposer. Non, mais peu importe. Tu tires les gens à partir du moment où il y a une majorité qui est entraînée. Moi, je crois beaucoup à l'autosacrifice du médecin. Non, regarde, sortir de l'isolement des personnes âgées. Tu dis à n'importe quel personne âgée qui vit dans 120 mètres carrés toute seule, que tu vas partager, que tu as mis tout le dispositif en place, que tu as sécurisé, que l'État a participé, que les étudiants sont contents d'être colocs, etc. Finalement, tu entraînes les gens dans une dynamique où tu crées de la solidarité et derrière, tu fais plein de choses. Moi, je partage votre discours. Le truc, c'est que c'est une bascule de la société. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'on a une société en France qui est basée sur l'égoïsme et qui est dans quasiment tous les systèmes un système pyramidal et élitiste. Faut sortir de ça. Et ça, c'est une vraie interpellation. Parce que si le politique ne prend pas à bras le corps
ce souci. C'est sûr que je peux revenir l'année prochaine, dans les 10 ans qui viennent, pour Bien parler sûr. des urgences, parce qu'on restera le conglomérat de tous les dysfonctionnements médico-psychosociaux. Parce qu'on n'a pas parlé de l'accès aux soins en psychiatrie, mais c'est encore- les problèmes psychiatriques qui arrivent, qui n'ont pas d'accès à la psychiatrie, qui arrivent aux urgences et qu'on est conduit, Bien sûr. c'est un vrai D'où drame. découlent les violences dans notre société et ainsi de suite. Vous imaginez les effets de ne pas décider aujourd'hui d'enclencher ce changement de monde où les Ça gens fait vont 20 ans qu'on a Non, mais- supprimé la Non, psychiatrie. non, mais il faut voilà. rappeler que la grève des urgences a démarré par Bien sûr. un problème de violence, De violence, à Saint-Antoine, de violence. Mais ça, contre le personnel. Moi, j'ai poussé un coup de gueule dans Ciné Mensuel ce mois-ci sur la violence. Je crois qu'on a un vrai problème. Non, mais là, Bien sûr, je de sors manière de mon générale. rôle, mais de manière générale, on n'a jamais vu autant de violence. Je veux dire, moi, je travaille au SAMU de Paris toutes les nuits. Vous avez des plaies au couteau, des passages à tabac, etc. Il y a une vraie Mais question comment sur la l'expliquer violence. Et je crois Enfin, qu'on a une l'alcoolisme, société qui a la perdu. clandestinité. Non, on a une société qui a perdu des principes, qui a Du perdu le sens. respect, qui a perdu la gentillesse. Et la seule mode d'expression, c'est la bienveillance. violence. La bienveillance. Mais C'est ça un n'existait rêve. même plus. Et ceci dit, quand on C'est un va rêve. quand on va aux urgences, on est surpris par le nombre de gens qui sont là. Alors, malades ou pas, mais en tout cas qui sont là, allongés, qui sont des mecs qui sont plutôt là, plutôt que d'être dehors, qui auraient été SDF, qui sont là, d'autres gens qui sont très alcoolisés, par exemple le vendredi et le samedi soir. Jeudi ça soir. crée un climat dans Le jeudi soir, ça commence Jeudi dès soir. le Ça commence le soir. jeudi soir, parce que le jeudi soir, c'est les fêtes Et tu et je le suis sais bien. imbattable. Est-ce que C'est c'est les tout fêtes le des territoire étudiants. C'est ça. Est-ce que c'est tout le Je suis territoire imbattable. Et ça crée, non, mais ça crée un climat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée un climat de. Parce que quand toi, tu viens parce que t'as mal au dos, tu fais la régulation parce que les mecs sont là en train de gueuler, de se déchirer la gueule. Il y en a un, il a pris des trucs, il sait pas ce que c'est, il sait pas s'il va mourir. Mais c'est vrai que ça crée un climat de tension. T'as la Il y a aussi un peu de France, t'as la moitié responsabilité. de la France qui boit, l'autre moitié qui devrait. Donc d'un coup, c'est vraiment un problème. Mais ça a Oui, toujours mais- été en même temps. Oui, mais Ça a attends, toujours il y a- été. Ça a toujours été. C'est vrai. Vous avez raison, mais il y a une On sait où on est, nous. Il y a C'est ça qui est bien. Non, mais il y a un peu une inconscience. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais de toute façon, on va être pris en charge. Il y a un peu de ça. De toute façon, je peux me mettre minable. De toute manière, je trouverai toujours un médecin pour me soigner parce qu'on est quand même dans un pays formidable Voilà. où Et- on laisse pas crever les gens quand même et qu'on va le soigner. On Et en peut plus pas. gratuitement. Le problème, quand on parle par exemple avec les urgentistes des urgences de la Riboisière, ils drainent la gare du Nord. Est-ce que c'est aux urgences de la Riboisière d'assurer le logis et la salubrité de tous les sans domicile fixe qui squattent la gare du Nord, et quand la gare du Nord ferme, ils rentrent aux urgences. Oui. C'est ça. C'est pas aux urgences de faire Non. ça. Bon, alors il y a une coopération entre les systèmes. Ah, mais ça Entre les arrange tout systèmes le monde. sociaux. Ça arrange tout le monde. On se dit, bah, Mais c'est pas les grave. urgences, ça arrange Bah tout oui, le monde, de toute mais c'est façon. ça. Tout le monde a bien compris en 20 ans, a compris le système. Ouais. Si on est passé de 8-9 millions de fréquentation des urgences en 88 à 24 millions. Ouais, Là. voilà. On a compris le Maxime le Niedo souci. qui le jeudi soir ne boit que de l'eau. Oui, de vie. Mais et tout à l'heure, on a eu un espèce de mini-débat. Étienne, tu disais ne pas croire à l'auto-sacrifice des étudiants en médecine. Des médecins qui s'appellent. Oui, mais les futurs médecins sont encore en études pour certains. Et est-ce que vous ne pensez pas, mine de rien, on parlait de l'égoïsme, et que vous ne pensez pas que c'est aussi un peu les hôpitaux qui sont égoïstes en exploitant quand même la plupart des étudiants en médecine, leurs des gardes qui sont mal payés. J'entends des hauts dans le public comme si c'était un scandale, mais c'est vrai. Je veux dire, avec quand même un salaire de misère, des gardes, des responsabilités qui sont énormes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un travail à faire de ce niveau-là, c'est-à-dire de un peu mieux les récompenser, un peu mieux les encadrer, et surtout arrêter de les incriminer pour quelque chose dont ils ont passé 10 ans de leur vie, je pense, à largement se sacrifier pour une partie quand même de la société. Alors, c'est un vaste sujet. On n'a jamais, même chez les urgentistes, on n'a jamais incriminé les étudiants. Hein. Non, Jamais. mais sans incriminer. Jamais. C'est des gens en formation qui ont une culture vaste, et il faut rendre hommage. Pour moi, ils ont des études sacrificielles. Oui, on est d'accord sur ça. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice moral. Là, j'ai des amis qui viennent de passer l'examen classant national.
Tu les vois, c'est vrai, ils sont en burn-out, quoi. Ils ont descendu jusque-là, ils savent plus où ils habitent, ils savent plus qui ils sont, ils savent plus aller au cinéma, ils savent plus ce qu'est un théâtre. Enfin bon, c'est terrible. On se dit qu'on est en train de former des générations de névrosés quelque part. Vrai, Donc c'est quand même. Je pense qu'il faut valoriser. Alors en contrepartie du fait qu'ils sont pas beaucoup payés, ils payent pas leurs études telles qu'ils devraient les payer, comme aux États-Unis où c'est $1,5 million de dollars. D'accord. Donc on leur demande pas ça en France. Donc quelque part, l'État aide à former ces étudiants. Voilà. Oui, voilà. Mais c'est un curseur de progression. D'autre part, il ne faut pas oublier que les étudiants en médecine, ils ont quelque chose, ils ont un trésor en eux qu'ils n'imaginent pas, c'est qu'ils ne connaîtront jamais le chômage, sauf si c'est des nuls de chez nuls et qu'ils n'ont pas envie de travailler, mais ils ne connaîtront pas le chômage. Ça c'est inespéré dans notre société. Et en plus de ça, ils pourront évoluer. Là où je vous rejoins, c'est que je crois qu'on n'écoute pas assez les étudiants, qu'on a un système trop pyramidal qui fait que d'un coup, tu n'as pas de succès si tu ne deviens pas professeur universitaire. C'est faux. Il faut un système qui soit un système transversal et qui reconnaisse tout le monde avec égalité. Deux petites questions qui n'ont rien à voir avec les urgences, quoique. L'épilogue de l'affaire Vincent Lambert. Les parents, hier, ont dit on va arrêter de faire des recours. De toute façon, il n'y en avait plus. Ça a duré 10 ans. Et finalement, on a arrêté les traitements de Vincent Lambert. On a vu une famille se déchirer devant nos yeux. Quelles sont les leçons à tirer de l'affaire Vincent Lambert ? Les leçons à tirer, d'abord, moi je soutiens le médecin qui a pris cette décision. Le docteur Sanchez. Je le soutiens parce que ça ne doit pas être facile pour lui, premièrement. Deuxièmement, tout a été fait pour ce malade. Et donc voilà, tout a été fait. Ouais. Et il y a eu des commissions d'expertise de gens qui se sont réunis, qui ont vraiment vu le truc. Il faut écouter les désirs de chacun. Et moi, j'engage vos auditeurs ou ceux qui se posent des questions sur justement leur fin de vie, etc., à écrire ce qu'ils souhaitent. Et il faut après que nul ne déroge au choix du patient. Ce qui n'est pas facile. Moi, ce qui m'est arrivé déjà dans ma vie professionnelle, où d'un coup, vous avez le désir du patient qui l'a écrit, qui l'a réitéré sur une lettre devant son conseil, etc., et vous avez la famille qui ne veut pas. Bon, il faut remettre. Mais quelque part, la justice a été entendue. Après, il y a une émotion familiale qu'on peut comprendre. Mais moi, je soutiens Et au même titre qu'on doit déclarer pour ne pas donner ses organes, il faut le déclarer. Il faudrait pouvoir avoir la même chose. Pour ce type de... faut le faire. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'on peut aussi changer d'avis. Enfin, alors voilà, à l'instant T, on peut penser ça, et puis ensuite face à la maladie. C'est très compliqué, parce que moi, j'ai souvent des amis comme ça, on en parle, et ils me disent, mais moi, s'il m'arrive quelque chose, il faut me laisser mourir. Donc je lui dis, d'accord, tu peux le dire, mais il faut que tu l'écrives. Tu l'écrives et tout, avec ta carte d'identité, etc. Et là, les gens y réfléchissent, parce que, par exemple, on sauve de plus en plus les gens d'arrêt cardiaque s'il y a le massage cardiaque qui est fait tout de suite, donc on a des critères, etc. On arrive à faire de belles choses. Bon, on a sauvé des gens, on les a récupérés, qui ont une vie normale maintenant. Donc c'est pas à coup sûr, on ne réussit pas à coup sûr, parce que la médecine n'est pas parfaite et on n'a jamais 100%, mais c'est vraiment des interpellations. Mais par rapport, par exemple, on parlait des personnes âgées, les personnes âgées en fin de vie qui sont totalement dépendantes, grabataires, inconscientes, démentes, etc. Bon, il arrive un moment, le législateur doit donner encore plus de latitude aux médecins pour prendre des décisions de pas réanimer. Merci Patrick Pelloux. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Tout de suite, les GG et vous. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Accueillir un agent hospitalier, c'est Sylvia qui est dans le public. Bonjour, on reste dans le domaine de la santé. Et on va reparler avec Sylvia qui s'installe à la table des grandes gueules de notre première discussion de ce matin. C'est l'idée de retirer le permis à ceux qui ont commis une infraction en téléphonant au volant. On réécoute ce que disait Maxime qui défendait une certaine liberté. C'est pour toi. Ça devient un vrai confort. Or, de plus en plus, ce gouvernement s'amuse à s'immiscer dans notre dernier espace de liberté ou dans nos zones de confort. C'est-à-dire que de plus en plus... J'aimerais bien qu'il empêche les autres de le faire, parce que moi, j'ai pas envie d'être... Non, mais moi,
j'en ai déjà marre qu'on me dise quoi faire à longueur de temps. Et là, le gouvernement va me dire quoi faire en voiture. Donc bientôt, il va me dire à quelle heure je dois aller me doucher. Il te dit pas quoi faire, il te dit de pas mettre la vie de. Vous le voyez, c'est toujours très calme dans les grandes gueules. Sylvia. Oui, mais écoutez, moi je suis comme Maxime, bonjour à tous. Je suis toujours très vigilante à ce qu'on ne vienne pas empiéter mon espace de liberté. Maintenant, je vais vous donner, on est dans l'époque du bac, un sujet de philosophie. Est-ce que la première des libertés, qui est une liberté individuelle, c'est pas de se protéger contre les addictions? Et le téléphone, comme le reste, les écrans et tout ça, c'est une addiction. Donc il ne s'agit pas de se dire on me l'impose, il s'agit de se demander est-ce que c'est pas ma liberté propre que je mets en danger parce que je suis addict et que je ne m'autorise même pas 5 minutes de tranquillité ou 1 heure même où je vais pouvoir réfléchir, regarder ce qu'il y a autour de moi, regarder le soleil se lever ou se coucher, etc. en conduisant. Mais je ne suis pas toujours dépendant des autres. C'est-à-dire, hop, on me siffle, j'y vais. Le libre arbitre, c'est ça aussi. Et c'est pour le téléphone, c'est pour tout comme ça. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas une très bonne conductrice. Donc, j'ai fait quand même 3 stages de récupération de points. Le premier m'a mis encore plus en colère. Le deuxième a commencé à m'interpeller. Le troisième... 3, c'est beaucoup quand même. Bah oui, enfin, en X années... Oui. J'en ai fait un, moi je l'avoue, j'en ai fait un. Je crois que j'avais raconté ici dans les grandes gueules. Un grand moment. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, parce qu'on nous l'a montré, qu'en fait, c'est vrai qu'on se dit, bah oui, mais alors, moi je dis, bah si on peut pas téléphoner, il faut aussi interdire les passagers dans les voitures, parce que c'est dangereux. Elle me dit, non, c'est pas la même chose, madame, parce que l'attention qu'on prend à quelqu'un qui est présent dans l'habitacle, donc dans l'environnement immédiat, et l'attention qu'on porte à quelqu'un qui est hors de l'habitacle vous déconnecte de la connexion immédiate. Le danger, en fait, il est là. Moi, j'ai mis longtemps à le comprendre. Et c'est vrai que la personne qui est à côté voit aussi le danger de la route et donc peut aussi s'arrêter de parler à ce moment-là. Bon, alors qu'au téléphone, non, bien sûr, c'est la même chose. Mais en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand on parlait de déconnecter pendant les vacances, c'est la même chose. Vous êtes jeune, vous êtes sourcilleux de votre liberté, vous avez raison, c'est le bien le plus précieux qu'on a, il est indiscutable pour tout le monde. Mais luttez contre vos addictions. Alors, réponse après l'interpellation de Sylvia. Maxime Liedo. Déjà, je suis drogué au téléphone et j'aime ça. Donc, oui, c'est le problème de l'addiction. Mais non, mais plus sérieusement, c'est le principe de l'addiction. Pardon ? C'est le principe de l'addiction, oui, ça. Bien, excellent Sherlock. Mais du coup, tu sais, le monde ne t'attend pas, Maxime. Tu sais, le monde il bouge, mais il bouge vite. T'es pas étudiant en philosophie. Hein. Ah non. Mais tu sais, à force de penser comme ça, tu vas rester sur le carreau, Étienne. Tu sais, c'est plus 68 années de la jeunesse, Étienne. Tu sais, le monde il bouge. Mais il bouge après vite. avoir cité 717, est-ce que tu peux répondre à Sylvia ? Bien sûr, je voulais dire que ce n'est pas parce que j'aime mon téléphone que je l'utilise, et dans ma génération, ou en tout cas je le vois comme ça, c'est un outil à tout faire. Vous voyez bien, ça fait musique, ça fait outil de travail, ça fait tout ce que vous voulez. Et je dis pas que j'arrive pas à ne pas me déconnecter dans la voiture. Il est inenvisageable pour moi de, par exemple, le poser et d'écrire des SMS avec. Je dis juste que le téléphone maintenant est connecté à la voiture. Il est intégré à la voiture. C'est presque une partie de la voiture parce que tout est fait pour qu'on puisse l'installer et l'utiliser dans les meilleures conditions. Et je pense qu'on peut très bien, par exemple, pour reprendre le merveilleux exemple tout à l'heure, chanter du Céline Dion tout en admirant le coucher de soleil, mais que Céline Dion soit diffusée via le téléphone. Donc j'ai un peu de mal à ce qu'on nous bride en effet cet espace de liberté-là, dans le sens où le téléphone est quand même fait partie maintenant intégrante de la voiture. Non mais j'imaginais que moi j'ai jamais compris pourquoi quand on prend l'avion, là, il n'y a personne qui râle. Mode avion, tout le monde. Et pourtant, tout le monde aime Céline Dion. 2 heures, 3 heures. On n'a jamais bien compris d'ailleurs pourquoi on nous obligeait à mettre en mode avion. Dans l'avion, tout le monde aime Céline Dion en plus. Non mais parce que le but de ton téléphone, c'est d'avoir du réseau. Tu as déjà eu du interférences. réseau, je sais pas quoi. Non mais peu importe. Tout le monde dit mode avion, tout le monde met en mode avion. Personne ne pose de questions. Parce que c'est toi qui pilotes l'avion ? Non, c'est pas ça, mais on s'exécute. Ah oui. Et on peut rester 3, 4, 5 heures, 8 heures sans téléphone. Là, on n'a pas un mail, on n'a pas d'urgence à répondre. Quand tu prends un vol qui dure 8 heures, tu fais comment ? J'en prends pas. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Non mais il règle le problème. Merci Sylvia. J'ai un t-shirt pour vous, ne bougez pas. Il est là. Voilà Sylvia. Bravo, merci d'avoir interpellé Maxime. On parlait tout à l'heure de la déconnexion en vacances et on avait interpellé Alain Marchal et on avait dit voilà, on va voir si Alain Marchal nous écoute en vacances en expliquant que Nice c'est la ville la plus moche de France. Eh bien voici à l'instant même la réaction d'Alain Marchal. Bande d'ordures. Heureusement qu'il y a des auditeurs à Nice qui sont des amis. Donc, alors n'écoutez pas directement, mais il y a toujours un auditeur sympathique à Nice pour rapporter nos propos. Il y a toujours un faillot qui vient. Voilà. Et bien on salue les Niçois, Alain, et dans un instant c'est Thierry au 32-16 pour la suite des GG-vous qui vont interpeller 0 habitants justement sur le retrait du permis à cause du téléphone au volant. RMC, 9h midi, les grandes gueules.